Toute vie est une vie. Les chasseurs du Manden, 1222. En 1222, soit 567 ans avant la déclaration des droits de l'homme, le jour de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali, la chatte du Manden ou Mandé est chantée au pays Manding. L'empire du Mali, alors à son apogée, s'étend de l'océan Atlantique au Niger. Il connaît une grande prospérité grâce à l'intensification des échanges marchands. La paix et la liberté exceptionnelle qui y règnent sont dues, selon les historiens, à cette charte modèle d'humanisme et de tolérance. Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie, les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne pourvoir aux besoins des membres de sa famille. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pères, par pays ou patrie faso. Il faut entendre aussi et surtout les hommes, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique. Les chasseurs déclarent: la faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le Kakwa et Lac, la faim ne tuera plus personne au Manden. Si d'aventure la famine venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais de village. Pour y prélever des esclaves, c'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclaves. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour. D'un mur à l'autre, d'une frontière à l'autre du Manden, la razzia est bannie à compter de ce jour au Manden. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. L'esclave ne jouit d'aucune considération. Nulle part dans le monde. Les gens d'autrefois nous disent: l'homme en tant qu'individu, fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau recouverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de trois choses: voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait. Elle s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent: chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Manden à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Tels sont les grands principes du respect de la vie humaine, de la liberté individuelle, ainsi que l'abolition de l'esclavage qu'une confrérie de chasseurs proclame à la fin de l'année 1222. Beau sujet d'étonnement pour ceux qui considèrent l'Afrique comme une contrée sauvage sans véritable histoire. L'une des théories racistes les plus perverses est de donner à penser que l'histoire de l'Afrique se réduirait
à la colonisation et à l'esclavage. Autrement dit, l'histoire des peuples noirs commence le jour où l'Européen les a vus. Ce travail réducteur occulte des millénaires de civilisation africaine, telles que celle de la Nubie, du Congo, du Zimbabwe, etc. et conforte cette idée de l'infériorité intellectuelle, culturelle, morale et politique des peuples noirs. C'est d'ailleurs ce qu'un président français a déclaré un jour de juillet 2007 à Dakar, affirmant que l'Africain n'est pas encore assez entré dans l'histoire. Le paysan africain ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a pas de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le fait que le représentant d'un grand pays comme la France ait pu répéter mot pour mot les écrits racistes du XVIIIe et du XIXe siècle, le noir africain est guidé par la fantaisie. L'homme européen est guidé par les coutumes. De Carl von Linné, Systema Natura 1758, où l'Afrique, ce bloc de sable et de cendres, ce morceau inerte et passif qui depuis 6000 ans fait obstacle à la marche universelle de Victor Hugo 1879 illustre la profondeur de ces théories. Je leur oppose ce trésor d'humanité qu'est le serment des chasseurs du Manden. Ce serment fut traduit par le chercheur malien Youssouf Tata Cissé à partir du récit que lui fit en 1965 Fagimba Kanté, patriarche des forgerons de Teguekoro, Mali, et chef de la confrérie des chasseurs. J'imagine quelques souris Nakwa. Pour l'Occident, la transmission ne passe plus que par l'écrit et il considère l'oralité avec suspicion. Or, cette transmission orale est en Afrique une tradition majeure. Sa crédibilité, sa force, son impact reposent sur sa précision. L'une des premières conditions de sa vérité est que dans les sociétés africaines, tout le monde ne peut prétendre transmettre cette parole. La seule caste des griots en est dépositaire et veille à sa qualité. Ces griots, femmes ou hommes, ont été formés à travers les siècles au sein de leur groupe à conserver la mémoire des événements, des musiques, des dits et des non-dits, des mythes. L'oralité africaine appartient à des professionnels qui se transmettent le savoir avec la science du langage nécessaire pour exprimer les faits, les données, les lieux et les personnages. Personne ne peut venir demander demain dans un village africain et prétendre raconter telle histoire de son passé. D'où venez-vous? Lui demandera-t-on. De quelle famille? Comment cet événement vous a-t-il été transmis? Par qui? Lorsque mon ami sénégalais Doudou Dieng, diplomate et rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, et les chercheurs de l'UNESCO ont enquêté dans le cadre du programme La route de l'esclave, dont Doudou Dieng était responsable sur l'esclavage en Afrique au XVIe siècle. Ils se sont d'abord intéressés aux sources
écrite. Mais il s'agissait de littérature d'Européens qui ne faisait que renforcer les préjugés. Les chercheurs de l'UNESCO se sont dit qu'il y avait une autre mémoire non écrite, celle des Africains, qu'ils aient été ou non dans l'esclavage, et ils ont organisé une réunion autour de cette transmission orale. Le savoir qui avait été occulté, il fallait lui redonner sa légitimité. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, créée en 1945, a établi en 2003 une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et vient d'inscrire en 2009 la charte du Mandin sur la liste représentative de ce patrimoine. Tandis qu'en Occident, comme l'a dit l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, on devient vieux sans être ancien. En Afrique, l'ancien est vénéré pour son savoir de la tradition orale. Répétons les mots que prononça l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ à l'UNESCO en 1966. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Fin de l'histoire.